sous le pseudonyme de Mami Nyanga, la sénatrice, qui a tenu à donner un point de presse afin de clarifier sa position et les dires qui ont été pour le moins polémiques. Il y a quelques jours seulement, elle était en déplacement à Bamba, dans cette région, dans cette localité de la région de l'Ouest, pour le lancement, ou à tout le moins pour les préparatifs du lancement de la campagne du RDPC à l'Ouest, et particulièrement dans cette commune. Alors, quelques extraits audio ont échappé, ils ont été rendus rapidement viraux sur la toile. Ils font état d'une, on va dire, de propos de la sénatrice qui serait peut-être xénophobe en disant, je la cite, du moins dans l'extrait qui a été relayé, que ceux qui ne voteront pas le RDPC à la localité de Banka ou de Bafan rentreront tout bonnement chez eux. Les halogènes seront chassés. Alors, dans le point de presse qu'elle a donné, le jour a tenu à relayer pratiquement in extenso toutes les lignes et toutes les paroles données pour les explications de la sénatrice. Elle revient justement sur cet extrait qu'elle dit avoir été sorti de son contexte. Elle dit qu'elle se contentait juste de rendre les préoccupations des populations de Banka qui, selon elle, n'étaient pas responsables de la déchéance du RDPC dans cette localité, mais plutôt les halogènes. Oui, les autochtones se défendaient ainsi peut-être des mauvais résultats enregistrés lors des dernières échéances électorales dans cette localité, affirmant que eux soutenaient bel et bien le parti au pouvoir, mais que les bulletins de l'opposition, ou alors accordés à l'opposition, étaient tout bonnement entretenus par les halogènes. Et partant de là, la localité, du moins les autochtones, disaient que si d'aventure le RDPC perdait pied encore dans cette localité, les halogènes seraient tout bonnement chassés, priés de rentrer chez eux. Une fois cette clarification faite, le messager emboîte le pas justement le jour ce matin pour lui aussi, non pas défendre la sénatrice qui est sous le feu des critiques depuis quelques jours, on l'a dit, à cause de ses propos de ses propos xénophobes, de ses propos tribalistes, et qui, on l'a bien précisé, a tenu, même si elle avait dit au départ qu'elle ne s'exprimerait pas sur le sujet, vu le feu des critiques, elle a tenu à mettre une sorte de couche de bémol afin de calmer les ardeurs des uns et des autres qui, malheureusement, fustigeaient ce comportement d'une élue, ou à tout le moins d'une représentante du peuple, qui ne pouvait tout bonnement pas se ranger du côté de la division, de la haine et même du rejet, toutes choses qui ne participent pas de la cohésion sociale et de l'intérêt commun de l'État. On reste en politique pour une prévision, peut-être une prophétie aussi. Ces mutations qui a ouvert ses colonnes ce matin à un ex du régime. Gaga Amanadi, il faut le rappeler, est le premier ministre à avoir démissionné du gouvernement de la République, du gouvernement de M. Biya. Et oui, il prédit un départ de Paul Biya en 2029. Alors, question, départ comment? Départ de la présidence, départ de la vie? Les colonnes de mutation s'ouvrent ainsi pour donner la parole à Gaga Amanadi qui joue les devants et affirme que de toute manière, du moins le président de l'ADDD, ce parti politique, dit que la transition au sommet de l'État se passera d'une manière ou d'une autre en 2029. Alors il faudra bien attendre pour savoir de quelle transition on fait état, ou fait mention le président de l'ADD, Gaga Aman a dit. Il faut rappeler aussi que il y a pratiquement 20 ans de cela, des gens appelaient, ou à tout le moins prédisaient également la mort du chef de l'État, ou ce départ de la vie terrestre, et il leur avait donné rendez-vous dans 20 ans. Et certains sont même morts avant lui. Certains de ces prophètes sont morts avant lui. Donc c'est bien de le préciser. Allez, on poursuit on poursuit la revue de la presse avec la politique encore une fois. Et cette fois-ci, on revient sur cette fameuse question devenue épineuse par les temps qui courent du candidat, du large consensus. Et à ce jeu-là, on pense que Bello Bouba Maïgari ne joue pas franc jeu. Est-il véritablement pour le consensus de l'opposition ou roule-t-il pour sa chapelle? En tout cas, pour Émergence, le quotidien bilingue, le mot d'ordre qui peut être collé à Bello Bouba Maïgari, c'est tout simplement Sangleton. Oui, il fait cavalier seul dans cette histoire. Il affirme vouloir lui aussi participer aux consultations devant conduire à la désignation d'un candidat de large consensus, et dans un autre temps fait des sorties épistolaires pour fustiger les uns et les autres qui pourraient prendre la tête justement et être les porte-voix de cette alliance de l'opposition. Un double jeu dénoncé donc dans les colonnes
émergence ce matin qui pourrait remettre en question peut-être la sincérité même de Bello Bouamagari quant à son détachement présumé ou assumé du moins du parti au pouvoir. Il faut rappeler quand même que jusqu'à date, c'est lui qui fut le plus ancien et le plus loyal défenseur ou référaire du régime, allié en tout cas, et qui en a bien joui, il faut le rappeler. L'ex-ministre d'État qui a depuis lors déposé sa démission a affirmé encore dans une vidéo réchauffée et rendue publique que c'est lui, ministre d'État qui avait démissionné, mais que son parti pourrait continuer la bataille aux côtés du RDPC. Et je pense que c'est tout cet imbroglio qui crée un peu la panique et la confusion au sein de l'opinion publique qui ne sait donc plus à quel sens se vouer sur la question de Bello Bouamagari. A-t-il définitivement rejoint les rangs de l'opposition? S'est-il entièrement détaché de ses anciens amours, notamment avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Sinon, comment comprendre que jusqu'ici, les participations ou les consultations devront aboutir dans le principe à la désignation d'un candidat de large consensus n'ait pas encore été acté? Autant de questions qui continuent à interroger sur la sincérité et même sur la sincérité du président de l'UNDP, Bello Bouamagari, soit dit en passant, lui aussi candidat à la prochaine présidentielle. On reste en politique avec expression économique. Non, là on va passer en économie. Nous passons en économie. Les journaux établissent les bons et les mauvais points. Oui, et on commence par les bons points. Oui. Avec les aérés de salaire de la CDC. Il faut rappeler que c'est le premier employeur après l'État. 36 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui a été mise à la disposition des salariés qui jusqu'ici attendaient encore qu'on leur paie leurs aérés. Ils sont rentrés dans leurs droits, la grande majorité en tout cas. 36 milliards, ce n'est pas rien. C'est un bon début. Il faut tout de même rappeler que depuis le début de la crise dans les régions sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, malheureusement, cette entreprise a été particulièrement mise à mal. Et la production ayant baissé, forcément, les aérés de salaire se sont accumulés. L'État vient donc ainsi de redonner un nouveau souffle à cet employeur, à ce grenier qui donne du travail à plusieurs milliers de Camerounais et ainsi alléger un peu sa dette intérieure de manière à redonner de l'allant et du souffle à ce pilier de notre économie, de l'économie camerounaise. En économie également, toujours dans les bons points, on s'attaque aux communes qui ont fait office de bons élèves, notamment dans le processus de décentralisation et d'exécution de leur budget d'investissement public. Elles sont au nombre de 5. La commune d'Idenao, alors petit test, est-ce que ce sera une colle? Non, je ne vais pas vous coller ce matin. La commune d'Idenao, c'est dans la région du sud-ouest, le département du Fako. La commune de Nkambé, c'est de l'autre côté, dans la région du nord-ouest. La commune de Nyambaka, chère à mon cher Aziz, qui en est l'ambassadeur, la commune de Nyambaka, donc c'est dans le département de la Vina, dans la région de l'Adamawa. La commune de Pété, c'est dans le département du Diamaré, dans la région de l'extrême nord. Et enfin, j'ai bien fait mes cours ce matin, la commune de Ndelele, chère à mon cher Stéphane Achille Moré, c'est dans la région de l'Est, département de la KDI. Ces 5 communes se verront donc partager la somme de 250 millions de francs CFA, une enveloppe qui leur est remise en toute connaissance, toute reconnaissance de cause des efforts qu'ils ont menés pour assurer l'exécution totale ou à grande majorité du budget d'investissement public. On a vu les réalisations des exécutifs communaux dans ces différents départements, dans ces différents démembrements territoriaux. Et c'est de ça que l'œil du Sahel parle également, même s'il se contente de jeter son regard uniquement sur 2 communes qui font partie de son découpage territorial. Nyambaka, on l'a dit, dans la région de l'Adamawa, département de la Vina, et Pété, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. Les 2 communes à elles seules ont pratiquement la moitié des 250 millions. Elles reçoivent 100 millions. C'est donc 50 millions chacune qui permettra de soutenir un peu plus et de booster les projets de développement implémentés dans ces différentes localités. On passe au mauvais point en économie et on commence par la compétitivité dans les entreprises publiques et autres services déconcentrés de l'État qui est plombée par, tenez-vous tranquille, un phénomène sans cesse grandissant, les postes vacants. Alors, question,
comment ça se fait que le chômage au Cameroun soit à ce niveau et qu'il y ait des postes vacants à l'intérieur des institutions publiques? Pourquoi ces postes-là ne sont pas pourvus jusqu'ici? La question reste posée et l'économie justement de s'interroger sur les goulots d'étranglement qui jusqu'ici manquent, du moins font manquer à l'appel à l'intérieur de ces institutions publiques. Alors, on parle de ces postes vacants, il faut rappeler que ce ne sont pas n'importe quel poste à pouvoir, ce sont généralement des postes de responsabilité. En d'autres termes, c'est la tête des institutions qui manque à l'appel. Et sans tête, comment ces institutions peuvent-elles donc fonctionner? On parle des PCA, on parle des DG, des DGA, lesquels précédemment occupaient ces postes mais ont été rappelés, sont morts pour le dire de façon directe et qui n'ont pas été remplacés jusqu'ici. Pourquoi? Aucune raison n'a été donnée jusqu'ici par l'exécutif qui est censé procéder à ces différents remplacements. Et toute chose qui, comme le dit l'économie ce matin, plombe la compétitivité de ces entreprises. Et elles vaguent et voguent comme à volo, sans direction fixe, sans vision implémentée et dictée par l'exécutif de ces institutions, lesquelles l'exécutif manque à l'appel. Mauvais point encore ce matin. Et c'est Ecomatin ce matin qui donne la parole au directeur général, au président du patronat, Célestin Tawamba, qui en perd son latin avec les différents embouteillages aux sorties et aux entrées de la ville de Douala, notamment à Bonabéry, et il estime que cet axe particulièrement névralgique qui permet le flux à la fois des biens et des personnes étant embouteillés, malheureusement, est un facteur d'irritement qui ne permet pas le développement de l'économie. Et de s'interroger, de s'offusquer même sur les mesures plutôt paresseuses qui n'ont pas encore été mises en place les mesures paresseuses qui ont été mises en place pour désengorger cette entrée et qui jusqu'ici n'apportent aucun résultat positif. Il déplore le laxisme des autorités, l'amateurisme des personnels en charge et continue à décrier le délitement inarrêtable et presque inéluctable de notre économie plombée par ces goulots d'étranglement qui, dans un pays qui se veut émergent, ne saurait faire l'objet de tels retards. On reste en économie et peut-être pour donner un peu plus d'allant à la mobilité urbaine, on revient sur ce projet lancé par la ministre en charge de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketchakoutes, qui a annoncé en grande pompe l'arrivée du bus Rapid Transit. C'est Actu Info de notre confrère directeur de publication Bona Ekobo Josué qui revient sur cette promesse. Et il parle déjà à l'indicatif de promesse présidentielle tenue, même s'il est vrai que pour l'heure, ça reste une promesse, peut-être un peu de campagne, qui fait référence à deux autres promesses déjà données, formulées par la ministre en charge de l'habitat et du développement urbain. Mais on reste tout de même confiant que ce bus Rapid Transit viendra fluidifier la mobilité urbaine au sein de la ville de Douala. On sort de cette revue de la presse avec ces quelques informations. Déjà pour refermer la page économique, les chefs de l'État de la CEMAC étaient en conclave la semaine écoulée, du moins il y a la semaine écoulée, et quelques résolutions ont filtré de leur réunion. On parle du franc CFA. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'économie de la sous-région, car ont-ils véritablement tablé sur comment sortir du franc CFA? La réponse est un oui définitif, donné notamment par celui qui siégeait à la tête de cette conférence des chefs d'État de la CEMAC pour cette tournée. Il s'agit du président équato-guinéen Obiangema Bazogo qui a rappelé l'importance et l'urgence de se débarrasser de ce fardeau alors des discussions sérieuses. Ça, j'emprunte ces expressions, ont été formulées, ont été entretenues entre les différents chefs d'État et on parle d'une nouvelle disposition permettant peut-être de garder le franc CFA, mais de changer la nomination, de changer les conditions de parité et point très important, de changer la destination. On sait que c'est en France que les billets, la monnaie est frappée. Le chef de l'État de la Guinée équatoriale a précisé que toutes ces discussions tendaient vers une migration, il a appelé une révolution importante de notre système monétaire et financier, avec comme point névralgique de départ la chasse du franc CFA dans nos différents pays. On sort donc, comme je le disais, de la revue de la presse avec trois informations éclectiques. La première, alors,
je l'ai mise à la fin, même si elle pouvait mais elle pouvait entrer dans le coffret politique parce qu'elle m'a fait sourire. C'est Afrique Info qui nous dit qu'un candidat bat campagne avec la fille de son voisin. Alors, la grande question, c'est quel candidat et la fille de quel voisin? En tout cas, pour l'élection présidentielle 2025, nos confrères d'Afrique Info croient savoir qu'il y a parmi les 12, on sait déjà que ça ne peut pas être Paul Biya, mais qu'il y a donc parmi les 11 qui restent un candidat qui a pris sur lui d'avoir comme colistière la fille de son voisin. Le problème, c'est qu'elle est mineure et donc qu'elle ne répond pas du moins qu'elle ne peut pas prendre des décisions elle-même. On parle donc de détournement de mineurs à ce moment-là. Le problème avec ce journal, c'est qu'il ne donne pas le nom du dit candidat et donc on reste dans l'expectative quant à savoir qui exactement a pris la fille du voisin. Autre chose à ajouter justement dans cette information, c'est que le voisin qui s'en est aperçu a décidé de poursuivre en justice ce candidat à la présidence. Donc on va faire des recherches pour savoir et je pense que on aura tout fait de couvrir le visage et le nom de ce candidat qui a décidé de prendre comme attaché au comme second la fille de son voisin. Il n'est pas allé chercher bien loin. Allez, l'étudiant, on sort en santé avec le VIH, les infections à cette pathologie en milieu estudiantin explosent. Le ministère de l'enseignement supérieur croit avoir trouvé la solution. On parle de l'installation des séquences de sensibilisation tout azimut, de dépistage gratuit et même de distribution d'antirétroviraux aux patients qui sont déjà atteints de cette maladie. Alors ça m'a également fait un peu sourire par rapport non pas au dépistage qui est fortement encouragé, mais à la distribution gratuite. On dit que ceux qui sont atteints de VIH/SIDA en milieu estudiantin devraient venir tout simplement s'identifier et recevoir des antirétroviraux gratuits. Question, qui ira s'identifier comme séropositif en milieu estudiantin de manière à bénéficier de ces antirétroviraux, mais de façon plus sérieuse? Oui, c'est un phénomène social qui continue malheureusement à détruire notre jeunesse, notamment notre jeunesse estudiantine. Le dépistage, c'est un début, et moi je le dis, l'abstinence, c'est la clé. Ah, là, c'est ça, l'une de vos méthodes de prévention. Et moi, je dirais autre chose, Eddie. Merci pour cette revue de la presse. Prenons le décryptage juste après. Présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, parlons ou alors décrétons ce journal qui a mis à la une Bello Bouba Maïgari, candidat à l'élection de ces élections présidentielles. Bello Bouba Maïgari veut-il vraiment un consensus? Ah, c'est une question directe, une question de journaliste. Et oui, la réponse à cette question, malheureusement, ne sera pas aussi fermée que l'a été la question. Et pour cause, on ne saurait lire dans les broules de cristal, n'eût été des talents et des dons en prestidigitation. Malheureusement, on ne pourrait être définitif quant à savoir si oui ou non Bello Bouba Maïgari, candidat à la présidence et président de l'UNDP, veut vraiment d'une candidature consensuelle ou à tout le moins d'une candidature consensuelle où ce ne serait pas lui qui porterait la voix de l'opposition. Mais en tout cas, il y a des indices qui ont émergé et qui nous permettent de lire peut-être et d'avoir quelques réserves sur la personne de Bello Bouba Maïgari, notamment dans cette recherche d'un consensus des leaders de l'opposition. La première, peut-être, c'est son affinité légendaire avec le parti au pouvoir. Et comme je le disais lors de la revue de la presse, il y a une vidéo de lui, une interview réalisée il y a quelques mois, du moins après sa démission, qui rappelle et qui sème le trouble à l'intérieur de la classe politique camerounaise, mais surtout dans l'esprit de ceux qui observent et qui regardent. Alors, à l'intérieur de l'interview, je parodie rapidement, Bello Bouba Maïgari disait que c'est lui, Intuitu personne, ad hominem, Bello Bouba Maïgari, président de l'UNDP, ministre d'État, qui avait démissionné du gouvernement, mais que son parti resterait d'une manière ou d'une autre peut-être allié, pourrait, du moins que des membres de son parti jouiraient de leur liberté pour choisir si oui ou non ils accompagneraient le président de la République ou s'ils le rejoindraient dans sa lancée. Alors, cette ambiguïté déjà au niveau de la prise de position questionne. Une ambiguïté qui a été renforcée il y a quelques jours avec la sortie plutôt polémique aussi de ce natif
de Garoua, justement, sur les berges de la Benoué, à quelques encablures seulement du berceau d'un de ses anciens alliés, notamment Issa Chiroma Bakary, lequel, après avoir été fait candidat consensuel par un mouvement citoyen, l'Union des populations, pas l'Union des populations du Cameroun, mais justement l'UPC, cette plateforme qui a été mise en place pour trouver, pour gérer les concertations entre leaders de l'opposition et donc trouver un candidat du consensus, Bello Bouma Maïgari a été le premier à sortir pour fustiger cette prétention. Il dit n'avoir été associé à aucune concertation devant mener justement à la désignation de Issa Chiroma Bakary comme porte-voix de l'opposition, et partant, il se réserve le droit de rappeler qu'il n'y a qu'Elections Cameroun qui est en droit de décider, d'accréditer, oui ou non, qui devrait participer à la présidentielle. Alors ces deux postulats et ces deux positions jusqu'ici on va dire naturellement, ont éveillé l'intérêt de plusieurs, et ils sont nombreux à s'être exprimés sur le sujet, estimant que la fracture et même la césure entre les deux natifs du Nord, qui étaient censés porter les espérances de ce candidat consensuel au plus haut niveau, cet écart qui continue à se creuser entre les deux est réellement un écart idéologique qui peut inquiété. Alors, si l'un se veut véritablement le candidat du peuple en estimant que la rupture avec le pouvoir en place est actée, qu'il n'y a pas de retour possible, on parle bien de Issa Chiroma Bakary, président du FSNC, l'autre de son côté, du moins continue à entretenir les suspicions de collaboration avec le pouvoir en place, bien qu'il ait démissionné. Ils sont nombreux, observateurs, à se dire que cette démission est une démission de façade, peut-être même un jeu savamment pensé par le pouvoir en place pour venir semer la zizanie au sein de l'opposition et donc disperser les rangs de manière à avancer plus sereinement. Là, on parle du parti au pouvoir. La grande question qui se pose au-delà de tout, est-ce que l'opposition peut se est-ce que du moins la candidature consensuelle de l'opposition est une panacée? Faut-il absolument qu'ils se rejoignent en un seul pour battre le parti au pouvoir? Une fois que cette question est posée, il y a une qui lui est sous-jacente. Est-ce que actuellement, à 25 jours de la présidentielle, et ça c'est jour pour jour, peut-il réellement se passer peut-on rêver encore d'une coalition de l'opposition? Alors mon avis sur la question, il est plutôt direct. Il faut savoir que les coalitions sont différentes de consensus. Les coalitions sont des idéologies qui doivent être mises ensemble de manière à ce que les uns et les autres s'accoutent sur une même vision. Peut-être élaguer des considérations personnelles, étoffer ici et là, amender, mais en tout cas, on parle de coalition, on parle réellement d'idéologie. Or, est-ce que les partis politiques engagés dans cette élection présidentielle, ceux de l'opposition en tout cas, sont-ils même conscients de l'idéologie qui fonde leur parti? Ça c'est d'un. De deux, ces idéologies-là sont-elles antinomiques ou alors peuvent-elles se mettre ensemble? Et si c'est le cas, peuvent-elles se mettre ensemble en 3 semaines? C'est extrêmement difficile. C'est même dans l'ordre de l'impossible qu'en 3 semaines, on réussisse à mettre de concert des idéologies qui jusqu'ici étaient littéralement éloignées l'une de l'autre. Mais il y a un autre point sur lequel on peut insister ce matin. Si d'aventure on ne peut plus parler de candidat consensuel de l'opposition, à tout le moins, il pourrait y avoir une coalition, cette fois-ci, non pas idéologique, non pas pour désigner un porte-voix, un porte-étendard de l'opposition, mais pour fédérer les efforts de manière à couvrir les 36 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Car jusqu'ici, quel que soit le maillage territorial des 11 candidats de l'opposition, aucun d'eux ne peut à lui seul couvrir l'ensemble du territoire national. Donc en réalité, si coalition il y a, et ça c'est le vœu de la grande majorité du peuple qui aspire au changement, mon cher neveu Abdoulkadir Goura parlera d'une certaine opinion qui veut le changement, mais en réalité c'est une opinion certaine qui veut ce changement. C'est qu'on peut rêver de mieux en ce temps, à quelques jours seulement de la prochaine élection présidentielle, c'est que les uns et les autres du côté de l'opposition se mettent de concert de manière à couvrir l'ensemble du territoire national,
de manière à surveiller tout bonnement leur vote. Mais quant à savoir si oui ou non, il y aura véritablement un seul qui parlera au nom de tous et qui ira affronter en un duel mano à mano le président de la République, 7 fois champion à cet exercice, les chances s'amaigrissent au fur et à mesure qu'on s'avance vers la date butoir. Ce qui me permet, si vous me l'accordez, de préciser que ce sujet sera tout de même en débat ce soir dans l'édition, la dernière de cette semaine de Tout au clair. Le thème, le candidat consensuel. Y a-t-il encore des chances d'arriver à trouver un candidat consensuel à quelques semaines de la présidentielle 2025? Alors, Algérim, est-ce que Bello Bouba Maïgari ne serait pas en train de jouer au Donman, comme on le dit de manière triviale au quartier? Veut-il se faire supplier? Oui. Pense-t-il être le parrain de la mafia? Est-ce que, de par ses années d'expérience dans la politique, il estime être celui derrière lequel tous les autres devraient s'aligner? C'est bien possible, mais rien n'est moins sûr car il ne l'a pas affirmé de vive voix. On rappelle que c'est lui qui s'est déplacé pour aller rencontrer le professeur Maurice Kamto. À quelle fin? On ne sait pas, mais les consultations et les concertations dans des officines secrètes se poursuivent. Est-ce que ce qu'il place en avant, c'est justement son poids politique et peut-être sa présence dans la région de la Damawa? Il faut rappeler quand même que c'est le seul candidat de l'opposition qui a réussi à avoir un conseil régional à lui tout seul, notamment le conseil régional de la Damawa. Est-ce que fort de cet exploit, il se targue d'être le porte-voix attitré de l'opposition? Peut-être, peut-être pas, rien n'est moins sûr, mais pour l'heure, ce qu'on sait, et ça c'est un fait, il n'y a aucun candidat consensuel. En tout cas, l'apéro de Banga nous fait comprendre